Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain français Julien Sandrel. Moi, ce que j'aime, c'est le romanesque et qu'il y ait des rebondissements, qu'on soit surpris, qu'on soit ému et qu'on pense qu'un personnage c'est quelque chose et qu'en fait on découvre qu'il est complètement différent de ce qu'on avait imaginé. Donc effectivement, j'essaye toujours qu'il y ait des tiroirs et qu'on découvre au fur et à mesure les tiroirs dans des différents personnages et de l'intrigue, quoi. Si vous êtes des fidèles de ce podcast, vous vous souvenez que Julien Sandrel avait répondu à mes questions par téléphone en 2020 durant une triste période qui s'appelait le confinement. On s'était parlé à l'époque de son 3e roman Les Étincelles et on s'était promis de se revoir pour un épisode en chair et en os. Ce printemps 2023 est l'occasion rêvée puisque non seulement Julien publie un nouveau roman, Les Extraordinaires, mais le tout premier, La Chambre des Merveilles, fait l'objet d'une adaptation sur grand écran par la réalisatrice Lisa Azuelos, avec Alexandra Lamy dans le rôle de Thelma, cette maman qui réalise les rêves de son fils dans le coma. Dans Les Extraordinaires aussi, il est question d'un rêve. Lorsqu'elle était petite, Anna, l'héroïne, s'imaginait astronaute, en orbite tout là-haut autour de la Terre. Les aléas de la vie en ont décidé autrement, jusqu'au jour où ses proches lui annoncent qu'ils l'ont inscrit en secret au concours de l'Agence spatiale européenne. C'est chez son éditeur Calman Levy que j'ai retrouvé Julien pour parler de cette double actualité et de son parcours admirable, lui qui a tout plaqué pour devenir écrivain. Bonjour Julien Sandrel. Bonjour Jérôme. Ça va bien ? Super. Alors vous avez une rentrée, un début d'année assez chargé, puisque non seulement vous avez un nouveau roman, Les Extraordinaires, mais La Chambre des Merveilles, le tout premier est adapté au cinéma par Lisa Azuelos, avec Alexandra Lamy. Ça y est, vous êtes en train de devenir un homme de cinéma ? Je ne sais pas si je suis en train de devenir un homme de cinéma, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'actualité est assez chargée et que je suis un petit peu fatigué. Mais c'est pour la bonne cause et je suis hyper heureux de tout ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai adoré le film que Lisa a tiré de mon livre et j'ai hâte que les spectateurs le découvrent. Alors déjà, on a fait déjà quelques avant-premières qui se passent super bien. Les retours qu'on a des spectateurs sont excellents, donc j'espère que ça va continuer et que lors de la sortie du film, ce sera la même chose. Vous rêviez de ça quand vous avez écrit les premiers mots de La Chambre des Merveilles sur votre ordinateur, dans votre petit ou grand bureau. Je sais pas comment il est votre bureau, vous allez me raconter. Mais quand vous avez couché les premiers mots de ce roman qui a un peu changé votre vie, vous imaginiez un destin comme ça au cinéma, une adaptation un jour, vous en rêviez ? Alors, je pense qu'on peut jamais imaginer quelque chose comme ça, parce que c'est quand même effectivement assez exceptionnel, surtout pour un premier roman, et la manière dont ça s'est passé sur La Chambre des Merveilles, c'est quand même assez surréaliste, avec notamment les droits cinéma qui ont été achetés avant même la sortie du livre. Donc tout ça est vraiment très exceptionnel, et j'en suis très conscient. Je suis très conscient de la chance que j'ai. Et après, en termes de rêve, oui, je rêvais un petit peu de ça quand j'étais enfant, parce que quand on me posait la question traditionnelle quand j'étais enfant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, je disais écrivain ou metteur en scène. Donc il y avait quand même un peu cette double dimension de à la fois écriture et puis ensuite mise en scène, donc que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et puis après, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait des études scientifiques, un parcours en entreprise pendant une 15aine d'années. Mais oui, quand même, si je suis revenu à l'écriture, ou plutôt si je me suis mis à l'écriture à l'âge de 35-36 ans, c'est parce que quand même, j'avais jamais véritablement fait le deuil ni abandonné ce rêve d'écriture que j'avais et ce rêve peut-être de cinéma. Donc moi, je suis un grand fan de cinéma et de séries aussi. Et donc, pour moi, c'est un peu le prolongement de l'écriture du livre, parce que quand j'écris, j'ai tendance à visualiser les scènes. Et c'est peut-être pour ça aussi que quand des personnes qui font du cinéma ou de l'audiovisuel lisent mes livres, peut-être qu'ils se projettent plus facilement que sur d'autres romans. C'est parce que moi, effectivement, je visualise les scènes et j'essaye de les raconter au mieux à l'écrit dans mes romans, quoi. La vie avant La Chambre des Merveilles et la vie après La Chambre des Merveilles, elles sont totalement différentes pour vous ?
Alors la vie professionnelle, oui. La vie personnelle, pas du tout. Donc pour mes enfants, je pense qu'il n'y a absolument aucune différence. En revanche, oui, professionnellement, c'est sûr que ça a complètement changé. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que l'écriture de La Chambre des Merveilles, le point de départ finalement, c'était mon envie de changement. C'était que j'étais autour de 35-36 ans et j'avais l'impression d'avoir fait le tour de certaines choses, notamment dans la vie professionnelle. Et j'ai eu cette vision un peu vertigineuse de me dire, il me reste une trentaine d'années à travailler. Est-ce que là où je suis, c'est vraiment l'endroit où je me vois être dans les 10, 15, 20 prochaines années? Et la réponse était non. Et à l'époque, évidemment, il ne s'agissait pas de... Moi, je suis quelqu'un de responsable, j'ai une femme, des enfants, un appartement à payer, donc il ne s'agissait pas de tout plaquer et de dire ok, moi je vais vivre la vie d'artiste, débrouillez-vous. Donc les choses se sont faites assez naturellement. Disons que j'ai décidé de commencer à écrire, quoi, en parallèle de ce que je faisais avant, de mon métier. Et donc j'écrivais le soir, le week-end, pendant les vacances, parce que c'était devenu quelque chose de très important pour moi. Et puis c'est comme ça que l'histoire de La Chambre des Merveilles est née, notamment de cette envie de changement. Et c'est pour ça que l'histoire de La Chambre des Merveilles est une histoire de quelqu'un qui, autour de 35-40 ans, est forcé de se poser des questions sur sa vie, et notamment à côté de quoi est-ce qu'il est passé dans ses premières années, et peut-être de se rendre compte qu'il est encore temps de changer le cours de l'histoire et qu'on peut encore faire beaucoup de choses dans sa vie quand on n'a que 35 ou 40 ans. Et puis même, de toute façon, mes romans parlent beaucoup de ça, de ces points de bascule dans la vie, des avant et des après, même si c'est des héros ou des héroïnes beaucoup plus âgés, comme dans mon roman précédent, Merci, Gratier, Thank You, c'était une femme de 85 ans, et pour autant, malgré tout, il y a un avant et un après l'histoire que je lui fais vivre dans ce roman. Donc effectivement, La Chambre des Merveilles, pour moi, c'est un point de bascule dans ma vie, et j'ai la chance, depuis la sortie de La Chambre des Merveilles, de ne faire plus qu'écrire, donc c'est une chance formidable, et j'en suis très heureux. Expliquez-moi un peu ce que vous faisiez comme boulot exactement avant. Alors je travaillais, en fait, donc moi je suis de formation scientifique, j'ai fait un bac scientifique, prépa scientifique, et je suis ingénieur de l'AgroParis. Et quand j'étais à l'AgroParis, ensuite je me suis rendu compte qu'en réalité j'avais pas du tout envie d'être scientifique. Et donc j'ai fait un petit pas de côté en me formant plutôt à la communication, marketing. Après j'ai travaillé en communication et marketing pendant 15 ans dans différentes grandes entreprises. Voilà, et donc c'est ça que je faisais. Donc il y avait une forme de créativité et d'écriture, mais qui était très éloignée évidemment de ce que je fais aujourd'hui, quoi. Alors, on va en venir aux extraordinaires. Les extraordinaires, ce nouveau roman. Et effectivement, il y a votre personnage, Anna, elle aussi, elle a un point de bascule de sa vie. En tout cas, elle a un choix à faire. Enfin, on lui met plutôt un choix entre les mains. Elle n'a pas trop le choix, en fait. Expliquez-nous un peu. Alors, Anna, c'est une femme qui... rêvait d'être astronaute en fait quand elle était enfant, à tel point qu'elle l'a clamé haut et fort sur l'estrade d'un spectacle de fin d'année à l'école. Et puis ensuite, comme beaucoup de gens, et puis peut-être un peu comme moi aussi, elle s'est laissée entraînée par les événements de la vie, et puis elle n'est pas du tout astronaute. Donc 40 ans plus tard, elle est médecin généraliste. Sa vie a été un peu assombrie par un gros chagrin il y a quelques années, et donc elle est un peu en stand-by, elle est en attente de quelque chose peut-être, et c'est probablement ce que sentent ses amis et sa famille, puisqu'ils lui organisent une grande fête d'anniversaire qu'ils ont sobrement baptisée I Am the Next Thomas Pesquet. Fête d'anniversaire au cours de laquelle il lui annonce l'avoir inscrite en secret au concours de l'Agence spatiale européenne pour essayer de devenir astronaute. Donc évidemment, elle leur dit vous êtes complètement fous. Et puis il lui rappelle la promesse qu'elle avait faite à son fils qui se battait contre une maladie grave, de toujours s'accrocher justement à ce rêve-là si elle en avait la possibilité un jour. Et donc elle va se lancer dans l'aventure et elle va rencontrer un groupe qui s'est auto-baptisé avec beaucoup d'autodérision Les Extraordinaires, un groupe de candidats avec lequel elle va se lier. Ils vont s'entraider, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer entre eux, et au-dessus d'elle va planer une sorte de menace aussi, parce que elle va recevoir quelque temps après sa sélection pour la première étape de la sélection d'Agence spatiale européenne, un mail anonyme qui va lui dire attention, si tu vas là-bas, tu prends de grands risques et tu te mets en danger. Et donc voilà, on n'est pas au bout de nos surprises, et elle n'est pas au bout de ses surprises, mais en tout cas effectivement ses amis et sa famille qui lui organisent cette fête d'anniversaire font en effet basculer sa vie dans une autre dimension. Alors elle va préparer le concours. Je pense pas que vous avez préparé le concours, mais ce que vous racontez, c'est possible en fait.
Ah oui, tout à fait. En fait, d'ailleurs, le point de départ de l'histoire, c'était justement quand je suis tombé sur un article dans un grand quotidien qui parlait de la sélection, puisque la sélection, il y a eu une nouvelle sélection d'astronautes de l'Agence spatiale européenne l'année dernière, entre 2021 et 2022. Et donc, je suis tombé sur cet article qui expliquait qu'il y avait cette sélection qui se faisait et que c'était la première depuis 15 ans, puisque c'est pas un métier tout à fait comme un autre, donc qui recrute pas très souvent et pas beaucoup de gens. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des recrutements d'astronautes, parce que ça, moi, j'ai toujours été fasciné par l'espace, mais plus par la dimension de mystère et d'exploration, plutôt que par le fait de devenir astronaute moi-même. Ce qui m'a interpellé, c'est surtout ce qui était mentionné, qui était l'évolution de 2 critères fondamentaux dans les critères de recrutement. Le premier, c'était l'âge, c'est-à-dire qu'ils avaient fait passer l'âge limite pour pouvoir se porter candidat de 40 ans à 50 ans. Et le deuxième, très important aussi, c'était le critère du handicap, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'ils annonçaient, et même qu'une agence spatiale mondiale annonçait le recrutement d'un corps qu'ils ont appelé parastronaute, sur le modèle des champions paralympiques. Et en fait, c'est surtout ces 2 éléments-là qui m'ont intéressé, parce que je me suis dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient rêvé de devenir astronaute et qui s'étaient dit que c'était terminé pour eux et que ce serait jamais accessible parce qu'ils avaient passé l'âge, parce qu'ils n'avaient pas les capacités physiques, en tout cas avec les critères précédents, et qui d'un coup voyaient cette porte de leur rêve se rouvrir. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui va se passer pour eux, et est-ce qu'ils vont se lancer dans l'aventure, et comment est-ce qu'ils vont vivre ça? Donc c'était ça le point de départ, et vraiment le point de départ humain. Et donc, moi, j'ai ressenti le besoin, encore plus que sur d'autres romans, pour construire les personnages et pour être au plus proche de la psychologie de ces personnages, de rencontrer des candidats. Et donc, j'ai écrit ce roman pendant le processus de sélection, puisque ça s'est étalé donc de, on va dire, mai 2021 à décembre 2022. Donc, c'était en plein dans l'écriture de mon roman. Et donc, j'ai profité de ce moment-là pour essayer de rentrer en contact avec des candidats. Et j'ai infiltré une sorte de groupe sur la messagerie Discord, avec 1000 candidats sur les 23 000 qui participaient quand même, qui s'échangeaient des messages, des encouragements, des choses comme ça. Et en gros, je me suis présenté et j'ai infiltré ce groupe-là, je me suis présenté, je leur ai expliqué ce que je cherchais. Et il y a plein de gens qui m'ont contacté, plein de candidats, et j'en ai rencontré une trentaine, soit par visio quand ils étaient à l'étranger, soit certains avec lesquels j'ai passé même du temps à Paris, même à faire une sorte de jury blanc pour juger un peu comment ils présentaient leur parcours, etc. Donc c'était passionnant. Et ça m'a permis évidemment de nourrir la psychologie des personnages, et notamment la manière dont ce rêve d'enfant était resté ancré en eux, comment ils avaient vécu ce truc-là, est-ce qu'ils l'avaient annoncé à leurs proches, à leur famille, comment ils vivaient le processus, puisque du coup certains d'entre eux étaient très avancés dans le processus, puisque donc il y avait 23 000 candidats au départ, pour 4 places au final, donc c'est quand même une grosse sélection, mais certains candidats que j'ai rencontrés étaient dans les 400 derniers par exemple, donc ils avaient déjà passé certaines étapes, et donc pour eux, il y avait des vraies questions qui se posaient, et des questions même familiales qui se posaient, avec ça devenait de plus en plus possible de finalement partir dans l'espace, et avec toutes les implications que ça pouvait avoir. Donc c'était passionnant. Et par ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer et de passer du temps avec Jean-François Clairvoy, qui est un astronaute qui est parti 3 fois dans l'espace dans les années 90. Qui a bien voulu m'accorder pas mal de temps. Et alors lui, je lui ai posé toutes les questions que j'avais à lui poser sur son parcours de candidat, d'astronaute. Et puis ensuite aussi, lui, il était de l'autre côté du miroir, puisqu'il était membre du jury de sélection de Thomas Pesquet en 2008. Donc avec ça, j'avais un panorama complet de ce que je voulais raconter. Sachant que ce que je voulais raconter, c'est pas une histoire d'espace en fait, c'est une histoire humaine entre des passionnés, oui, de ce domaine-là, mais qui est finalement une toile de fond, et la manière dont leur rencontre et leur aventure humaine va transformer leurs existences à chacun. Ce qui est intéressant, Julien, c'est que Les Extraordinaires, c'est un nom qu'il se donne un peu de manière ironique, mais pas entièrement, parce que au premier abord, ils sont tous un peu, pas forcément excentriques, mais tous un peu exceptionnels. Ils ont tous un tempérament, une personnalité qui peut les agacer les uns les autres. Et tous, ils dissimulent une histoire personnelle, souvent une blessure, psychologique ou physique. On ne va pas dire lequel c'est peut-être dommage pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, parce qu'il y en a un qui est un potentiel parastronaute. Ouais. Mais tous dissimulent quelque chose. Et moi, je me disais, quand on voit, vous parlez de Jean-François Clairvoy, mais quand on voit beaucoup Thomas Pesquet en ce moment
ces derniers temps à la télévision, on se dit, ce mec, il est parfait. Il est grand, il est beau, intelligent, il a l'air sûr de lui. On a l'impression que il a aucun défaut, que peut-être il y a peut-être un petit quelque chose derrière qui cloche pour motiver cette passion. Mais on a un peu cette image d'Épinal, non, des astronautes. Alors je ne sais pas si on a cette image systématiquement, parce qu'en réalité, même quand on voit même des films hollywoodiens quoi, sur l'espace, sur les missions type Apollo, etc., quand les personnages sont plutôt bien construits, même s'ils sont inspirés de la réalité, on se rend compte qu'en réalité, c'est des êtres humains comme les autres. Donc effectivement, ils ont vécu parfois des choses difficiles, ils ont leurs propres problèmes. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'effectivement, derrière l'apparence de héros, en réalité, c'est juste des personnes ordinaires qui font un métier qui, lui, est un peu hors du commun. Et donc, je me suis dit, comme il y a des failles déjà qu'on connaît dans certains des astronautes qui sont des personnes connues, qui sont parties dans l'espace, forcément, il y en a aussi chez les candidats lambda. Et après, et d'ailleurs, en plus, en discutant avec Jean-François Clairvoy, ce que j'ai compris, c'est que, de toute façon, le candidat parfait n'existe pas, la personne parfaite n'existe pas. Donc, ce qu'ils cherchent surtout, c'est des personnes qui sont extrêmement conscientes de leurs failles et de leurs défauts. D'accord. C'est-à-dire que ils n'ont pas forcément besoin que les gens soient parfaits, parce que, encore une fois, ça n'existe pas. Ils ont surtout besoin que les gens soient très conscients de leur manière de fonctionner, conscients de la manière dont les autres fonctionnent, et qui sont capables d'écouter les autres, de s'entraider. Donc pas d'arrogance. Pas d'arrogance, voilà. Ça, c'est clairement ça, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment quelque chose d'assez rédhibitoire. Ils ont besoin de personnes, notamment, surtout depuis quelques années où les vols sont de plus en plus longs, parce que dans les années 90, Jean-François Clairvoy, les vols qu'il a fait, je crois que c'était quelques dizaines de jours, quoi, ou pas plus quelques jours. Alors que maintenant, ils partent 6 mois en vase clos avec 6-7 personnes qui connaissent généralement pas vraiment. Ils ont fait quelquefois quelques jours d'entraînement ensemble, mais ils se connaissent pas. On ne peut pas imaginer comment on va se retrouver. Exactement. Donc, en fait, leur boulot de recrutement, finalement, c'est d'essayer de minimiser les risques et d'avoir les personnes qui soient humainement les plus compatibles avec le plus vaste spectre d'autres humains, quoi. Donc, c'est ça que j'ai essayé de constituer. J'ai essayé de constituer un groupe de personnes à la fois très hétéroclites et en même temps qui soient capables de fonctionner les uns avec les autres et qui évidemment peuvent avoir des frictions et qui ont comme tout le monde finalement une apparence et des choses qu'on perçoit dès qu'on commence à leur parler et d'autres choses qui sont bien plus enfouies et qu'il faut un peu comme ça creuser pour aller découvrir, quoi. Alors, votre truc, Julien, c'est souvent, vous êtes à la première personne dans les romans. Vous aimez bien vous glisser dans la peau de vos personnages. Ça peut être un confort d'écriture avec le temps, mais c'est quand même peut-être périlleux au départ, parce que voilà, vous êtes un homme de 40 ans et quelques, voilà, vous êtes parisien, vous êtes blanc. On est à une époque. Je ne suis pas parisien. Je vis à Paris depuis 20 ans, mais je viens de Hyères, à côté de Toulon, et ma famille habite à Hyères. Donc à chaque fois, je précise parce que je ne me sens pas parisien, je me sens habitant à Paris depuis 20 ans, mais fondamentalement, mes racines sont dans le sud. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une période où on aime bien que les romanciers ressemblent à leurs personnages, même parfois dans les médias ou dans la littérature anglo-saxonne. Aujourd'hui, un personnage noir doit être écrit par un romancier noir, parce que sinon, on ne comprend pas forcément son expérience. Vous, dès le départ, vous avez décidé d'être tous les personnages. C'est un petit défi quand même. Est-ce que c'est venu, au fur et à mesure, à l'écriture, c'est la forme avec laquelle vous étiez le plus à l'aise ? Alors, je ne sais pas comment c'est venu exactement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je suis incapable d'écrire sur moi. Donc, je mets énormément de moi, évidemment, dans tout ce que j'écris, dans mes personnages et dans toutes les situations que je décris. Mais j'ai besoin de cette mise à distance, en fait. Donc, pour moi, c'est extrêmement clair. Dès qu'en plus, parfois, je peux avoir le sentiment qu'un personnage me ressemble un peu trop. Automatiquement, je lui rajoute un truc ou je le modifie pour qu'il s'éloigne de moi.
Et c'est pour moi la condition pour justement arriver à m'en détacher suffisamment pour pouvoir exprimer des émotions et finalement lâcher toute pudeur. Si c'était moi et si c'était trop proche de moi, je pense que j'y arriverais pas. Et après, pourquoi à la première personne? En fait, ça me vient assez naturellement parce que c'est ça qui m'intéresse moi en tant que lecteur. En tant que lecteur, j'adore me glisser dans la peau de quelqu'un que je ne suis pas et avoir accès à l'intellect de quelqu'un. C'est la seule façon qu'on a en fait d'avoir accès à l'intellect de quelqu'un. Même quand on va voir un film ou qu'on regarde une série, on est spectateur véritablement. Quand on est lecteur et qu'on nous met dans la tête du personnage véritablement, là on ressent tout ce que le personnage ressent, et je trouve que pour faire passer à la fois les émotions et puis même les idées et puis même des questions même de tolérance ou j'en sais rien, de se mettre à la place de quelqu'un qu'on n'est pas, ça permet de mieux le comprendre. Et moi c'est ce qui m'intéresse dans l'écriture aussi, et donc moi j'ai absolument aucune barrière et en effet je me mets dans la peau d'un garçon de 12 ans, d'une femme de 85 ans, d'un homme amputé d'une jambe, voilà, parce que en fait c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre ces personnes-là et de donner à voir leur intériorité. Est-ce que parfois ça bloque? Parce que parfois vous vous dites non, ça peut pas être comme ça. J'ai besoin de parler avec une personne du sexe opposé ou qui ou qui est victime de tel ou tel handicap. Est-ce que ça nécessite quand même pour vous un peu de recherche, de discussion? Ou est-ce que par moment il y a des personnages où vous y allez vraiment au feeling? Alors, honnêtement, la plupart du temps, j'y vais au feeling. Mais par contre, je suis toujours... si le personnage vit une problématique en particulier, qu'elle soit humaine, médicale, quoi que ce soit, finalement, j'ai quand même besoin, évidemment, soit de me documenter sur la problématique en elle-même, soit de visionner aussi des témoignages simplement, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on a quand même accès à des bases extrêmement importantes. Notamment, c'était le cas là, pour la préparation des Extraordinaires. J'ai regardé pas mal de documentaires sur des champions paralympiques, justement, qui les suivaient dans différentes situations, dans différentes compétitions, et puis qui racontaient aussi leur parcours humain avec des témoignages de leurs proches, etc. Pour moi, c'était important pour nourrir le personnage du prénom qu'on ne donnera pas, mais qui est dans le livre. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai eu besoin aussi, là, pour cette problématique de candidature et rêve d'espace, de rencontrer des vrais rêveurs d'espace, parce que moi je ne le suis pas particulièrement. Mais après ça dépend vraiment des romans, c'est-à-dire que pour mon précédent roman, Merci, Gratier, Thank You, il se nourrissait énormément par exemple de récits de mon grand-père qui était un immigré italien, et donc c'est un roman qui parle de parcours liés à l'immigration italienne, donc j'ai pas eu besoin de me documenter sur la psychologie des personnages, plus sur les événements que je raconte. Donc ça dépend complètement des romans. Ce qui est sympa aussi avec celui-là, c'est qu'il y a une forme de thriller et qui affleure au fur et à mesure. En général, on est d'abord dans le thriller, puis après, certains romanciers humanisent leur intrigue. Vous, on part d'abord du sentimental, et puis il se joue une intrigue en parallèle. La construction sur celui-là était assez évidente pour vous ? Je dirais pas que c'était assez évident parce que j'ai quand même pas mal retravaillé a posteriori après le premier jet, notamment tout cet arc-là autour du mystère et alors c'est pas vraiment un thriller, hein, mais du secret ou du danger qui pèse sur l'héroïne. Mais en revanche, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans la plupart de mes romans. Puisque dans la plupart de mes romans, dans Les Étincelles, c'est le cas, même dans Merci, Gratier, Thank You, c'est le cas aussi. Il y a toujours quand même, parce que moi j'adore ça en tant que lecteur aussi, il y a toujours une part de au moins un secret à percer et de la tension qui pèse sur le héros ou l'héroïne. Moi, ce que j'aime, c'est quand une histoire parvient à m'embarquer et que j'ai vraiment envie de tourner les pages et de me dire, ok, j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, quoi. Et souvent, pour moi, ça passe par une sorte d'enquête et des mystères à percer. Donc j'essaye de mettre ces ingrédients que j'aime bien, moi, en tant que lecteur, dans mes romans. Je ne sais pas si je devrais le dire. Alors, je vais plutôt réfléchir à comment je vais le dire. Mais en fait, sans faire exprès, alors que j'étais au milieu du livre, je suis tombé sur la dernière page. Je ne sais pas si le livre est tombé de mes mains ou en le prenant à l'envers. Bon. D'accord. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de lire une phrase et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et en fait, il y a une forme de twist, on peut dire, qui est peut-être plus propre au thriller, mais dans ce roman, on est surpris jusqu'au bout, non, Julien? Faut le dire, non? On peut le dire, ça. J'espère.
J'espère. Encore une fois, moi, c'est ce que j'adore. Moi, je suis assez lecteur de thrillers aussi. Et moi, j'aime bien être surpris quand je lis. Et j'essaye de faire ça dans mes romans aussi. J'avoue que je suis moins client de tranches de vie, de choses comme ça. Donc moi, je serais pas capable, et c'est pas ce qui m'intéresse, en fait, d'écrire sur des histoires où ça raconte, par exemple, la vie quotidienne d'une famille sur une semaine ou j'en sais rien. Bon, j'ai besoin vraiment qu'il se passe des choses. Moi, ce que j'aime, c'est le romanesque et qu'il y ait des rebondissements, qu'on soit surpris, qu'on soit ému et qu'on pense qu'un personnage c'est quelque chose et qu'en fait on découvre qu'il est complètement différent de ce qu'on avait imaginé. Donc effectivement, j'essaye toujours qu'il y ait des tiroirs et qu'on découvre au fur et à mesure les tiroirs dans des différents personnages et de l'intrigue, quoi. Donc ouais, j'essaye de faire, parce que c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'aime lire, des intrigues qui soient quand même assez complexes. Julien, j'ai créé ce podcast au départ avec l'idée que, à l'ère des réseaux sociaux, j'avais envie de donner aux gens envie de reprendre un livre, que les auditeurs qui allaient découvrir tel ou tel auteur allaient, par ce biais-là, avoir envie de se remettre à lire parce qu'ils avaient arrêté de lire, voire même pour des plus jeunes, jamais lu, parce que ça existe malheureusement beaucoup. Hein. Et je me rends compte que depuis, quand j'ai créé ce podcast, TikTok n'existait pas. Hein. Et en ce moment, il y a beaucoup de débats autour de ce réseau-là. Alors certains disent qu'on peut s'en servir avec un hashtag pour inciter les gens à lire. D'autres vont dire au contraire qu'ils sont tellement hypnotisés par cette application qu'ils n'ont plus le temps de lire. Vous allez beaucoup à la rencontre des lecteurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un petit retour de la lecture, que c'est pas perdu pour le roman? Quel est votre sentiment par rapport à ce moment-là qu'on vit à ce niveau-là? Moi, j'ai l'impression que la lecture est toujours très présente, en fait, qu'elle prend des formes différentes. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un fils de 15 ans et une fille de 11 ans. Alors, ma fille est une grande lectrice. Donc là, elle est en plein... elle a dévoré tous les Harry Potter. Là, elle est dans les Gardiens des Cités Perdues. Donc, elle est à fond. Mon fils a beaucoup lu quand il était enfant. Et là, à l'adolescence, effectivement, les réseaux sociaux, les TikTok, les Snapchat, etc. prennent quand même le pas sur la lecture. Mais je me rends compte que lui et puis les gens de son âge... notamment la clé d'entrée du manga est quand même quelque chose d'hyper fort et ça permet de garder la continuité et le lien au livre. Donc généralement, j'ai l'impression que les enfants continuent quand même de lire jusqu'au collège, on va dire, au moins des romans, etc. Après, certains peuvent continuer. D'autres passent sur le manga. Et à mon avis, ensuite, ils reviennent plus tard sur des histoires peut-être moins illustrées, et donc des romans ou d'autres types de fiction. Mais moi, j'ai pas l'impression que la lecture soit totalement moribonde. J'ai juste l'impression qu'il faut que tout le monde considère que il n'y a pas des livres stars qu'il faut lire absolument et que ça c'est la littérature et c'est ça que les gens doivent lire absolument. Je pense qu'il y a le plaisir de lecture se trouve dans plein d'œuvres différentes et les mangas et les BD en font partie et donc moi quand je vois l'explosion du manga et de la BD, la très bonne santé du manga et de la BD, ça me donne plutôt espoir dans le fait que les gens aient plutôt envie toujours d'avoir un objet livre et de se laisser emporter dans des histoires. Vous pensez qu'il y a une vraie passerelle entre manga et roman? C'est possible? Ah oui. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a des passerelles dans tous les modes de narration. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait des gens qui soient que des lecteurs ou que des gens qui vont au cinéma, etc. Il faut juste se remettre un pied à l'étrier parfois. Si je prends l'exemple de mes parents, c'est moi, dans ma famille, j'étais plutôt le plus grand lecteur. Ouais. Mes parents, ils lisaient très très peu. Mon père, quasiment jamais. Ma mère, je sais pas, peut-être 2-3 romans par an maximum. Et en fait, depuis que moi j'écris des romans, ils se sont remis à la lecture d'abord par mes romans et puis ça leur a donné le goût et donc maintenant régulièrement moi quand je lis des trucs qui me plaisent et dont je me dis ça peut leur plaire, je leur en offre et ils les lisent et ça leur plaît et ils sont re-rentrés dans cette dynamique là. Alors c'est pas des énormes lecteurs mais je pense que il suffit de trouver des histoires qui nous interpellent, qui nous plaisent et qui nous emportent pour pouvoir reconquérir, on va dire, le cœur même de gens qui avaient abandonné la lecture depuis pas mal d'années. Donc voilà, moi je trouve que déjà le fait d'avoir un lien qui soit conservé à l'objet livre, c'est extrêmement fort. Et c'est ce que fait, je pense, le manga et ce que font le manga et la BD aujourd'hui. Vous, est-ce que vous êtes toujours un grand lecteur ou est-ce que vous êtes aspiré par l'écriture de vos romans ?
Alors, ça dépend des périodes. Donc, je pense que, je ne sais pas quelle est la définition d'un grand lecteur, mais on va dire que sur une année, je vais lire, selon les années, entre 30 et 50 bouquins par an. Donc, j'imagine que ça me classe dans la catégorie des grands lecteurs. Après, c'est très irrégulier. C'est-à-dire que, justement, quand je suis dans une écriture de roman, j'ai du mal à lire. Et puis, souvent, j'ai constaté que ça me parasitait. Que parfois, le lendemain, je me mets à écrire un truc et en fait, je me dis, non, j'ai été parasité parce que j'ai lu la veille. Donc, généralement, quand je suis vraiment en écriture intensive du roman, je lis assez peu, en tout cas assez peu de fiction, quoi. Et par contre, après, quand je suis dans des périodes un peu intermédiaires, qui ne sont pas non plus des périodes de promo, du coup, là, je peux avaler pas mal de livres d'affilée, quoi. Voilà. Donc, je peux en lire peut-être une dizaine en 10 jours, quoi. Mais c'est un peu par salve que je lis. Une recommandation, Julien, autre que vos romans? Alors, justement alors moi, un des bouquins que j'ai lu, celui qui me vient à l'esprit le plus rapidement là, parce que c'est celui qui m'a marqué le plus récemment, c'est La carte postale d'Anne Berest. J'ai trouvé que c'était un livre remarquable qui à la fois est extrêmement émouvant, justement très prenant parce qu'il y a toute cette histoire d'enquête aussi. Donc ça, non seulement il y a l'histoire humaine, mais il y a aussi une histoire d'enquête et donc assez haletante. Et puis c'est extrêmement bien écrit. Donc voilà, moi j'ai adoré La carte postale. Est-ce que vous travaillez déjà sur votre prochain roman, Julien? Là, on est chez Calman Levy, votre éditeur. Tout à fait. Faites de la promo, peut-être que vous allez discuter avec votre éditeur et lui dire, tu sais, j'ai un truc là sur le feu. Non ? Alors en fait, c'est déjà discuté en fait, parce que j'ai déjà l'idée de mon prochain roman. J'en ai déjà discuté avec mon éditrice et par contre, j'ai pas encore commencé à l'écrire. Voilà. Donc, mais je sais ce que je vais écrire. On s'en est parlé. Tout le monde est à l'aise et d'accord avec cette idée. Mais par contre, là, j'avoue que avec donc la sortie du livre et la sortie aussi du film, je suis assez pris et donc je pense que réalistement, je vais pas travailler avant avril sur le roman. Donc c'est une petite période entre deux comme ça qui est sympa aussi, non ? Ah bah de toute façon c'est fatigant, mais c'est hyper exaltant parce que c'est vrai que c'est moi je suis toujours très excité d'aller à la rencontre de lecteurs quand c'est un nouveau roman parce que c'est la première fois qu'on va avoir des retours sur l'histoire qu'on a écrite, sur laquelle on a passé presque un an. Bon, donc ça c'est hyper important. Et puis après là, en plus il y a cette aventure du film de La Chambre des Merveilles qui est encore quelque chose de nouveau puisque c'est mon premier roman et donc c'est aussi la première adaptation et c'est formidable aussi de voir à quel point même les lecteurs qui ont aimé le livre aiment le film aussi, de rencontrer les lecteurs aussi à cette occasion-là. Donc moi honnêtement je suis fatigué mais très heureux. Pour terminer, Julien, on est d'accord, les gens qui lisent sont toujours plus heureux. Ah bah là on est extrêmement d'accord. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure là, quand on parlait du fait que j'écrive à la première personne. Moi, je trouve que la lecture, il n'y a rien de mieux pour pouvoir appréhender le monde parce que ça permet d'appréhender la psychologie des personnes que nous ne sommes pas. Parce que sinon, si on n'avait pas ça, on n'aurait accès qu'à notre propre psychologie et ce serait bien pauvre. Donc, et à notre propre monde intérieur et notre propre monde tout court. Donc la lecture, c'est pour moi toujours un moyen non seulement d'évasion et de divertissement, mais aussi un moyen d'avoir accès au monde des autres. Ok, merci beaucoup Julien. Merci à vous. Bientôt. Merci. C'est la fin de cet épisode du podcast Les gens qui lisent sont plus heureux avec Julien Sandrel. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, bonne lecture.